Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Vous connaissez le procédé de l'émission, scindée en deux parties. La première, elle sera consacrée à notre magnifique continent. On dit de l'Afrique que c'est un continent riche, riche de sa culture, riche de sa tradition, mais surtout riche de sa jeunesse. Une jeunesse qui malheureusement a décidé un petit peu à travers certains mécanismes de démissionner à l'apprentissage des langues vernaculaires. Pourquoi? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, en lien avec la première thématique, nous allons effectivement parler de ce côté bilingue un petit peu, le fait d'insérer des langues africaines à l'école, dans l'enseignement, en l'occurrence à l'université. Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Il s'agit évidemment de Momodou. Momodou, vous êtes journaliste. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Régis, c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau et bonne émission à mes co-débatteurs, on va le dire ainsi. En tout cas, très heureux de te recevoir. Momodou, pareil pour également Fabre. Vous êtes étudiant en journalisme et communication, bientôt journaliste. Tu vas rejoindre notre ami Momodou à côté. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Très ravi de prendre part à cette émission, Régis. Plaisir partagé, on l'espère, pour un doyen de cette émission. Génération News, Donatien, juriste. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Toujours un plaisir, Régis. Et on va terminer cette phase de présentation avec la seule femme de ce plateau, Jefté. Vous êtes étudiante en banque assurance. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média. Merci, c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Les amis, nous allons à présent aborder la première thématique. On parle évidemment de la place des langues vernaculaires chez les jeunes. Donatien, je me tourne vers toi avant évidemment d'entrer dans le vif du sujet. Peut-être revenir un peu sur la définition des mots-clés, en l'occurrence, langue vernaculaire. Qu'est-ce qu'on entend par langue vernaculaire? Bon, en principe, lorsqu'on parle de langue vernaculaire, ici, on parle d'un langage qui est parlé par un groupe de personnes. Mais très souvent, langue vernaculaire, on voit à la communauté, c'est-à-dire une communauté qui est dans un milieu bien précis, dans un pays bien précis, et qui parle un dialecte ou une langue. Donc, on parle de langue vernaculaire à la différence de la langue véhiculaire. D'accord. Et justement, il y a un constat qui est fait. Alors, très peu de personnes ont accès, on va dire, à cette richesse-là. En l'occurrence, très peu de jeunes ne parlent pas leur langue vernaculaire. Pourquoi, selon toi, mon cher Donatien? Bon, je dirais que les facteurs sont nombreux. Il y a plusieurs facteurs qui font que plusieurs jeunes aujourd'hui ne parlent pas les langues. Par exemple, on mettra déjà l'accent sur la responsabilité des parents. D'accord. Parce qu'on va se rendre compte qu'il y a certaines familles où les parents ne parlent quasiment plus la langue. Ou bien s'ils parlent la langue, ils ne poussent pas les enfants à apprendre la langue. Ça, c'est un volet. Il y a aussi le volet modernisme. Le modernisme vient avec tout ce qu'il y a autour pour pousser les jeunes plus à une certaine découverte extérieure par rapport à ce qu'il y a chez eux. Ce qui fait qu'il y a comme un déni ou bien on délaisse ce qui nous appartient pour ce qui vient de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment un handicap. Et donc, par conséquent, on a des jeunes aujourd'hui qui, même dire un mot, n'arrivent pas. Mais ce qui est encore plus grave, il y en a qui ne comprennent pas ni ne parlent. C'est là où c'est vraiment complexe. On parle de déni, Momodou. C'est vrai, le terme est un petit peu fort, mais malheureusement, c'est le cas. C'est vraiment un déni à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent expliquer, on va dire, l'abandon de l'apprentissage de langues vernaculaires par les jeunes aujourd'hui? Oui, tu as parlé de déni. Effectivement, il y a le déni. Il y a certains même qui ne se considèrent plus étant de leur ethnie, de leur langue vernaculaire en fait. Certains se disent, tu peux voir un Peul qui te dit « je ne suis pas Peul », qui a le nom de famille d'un Peul et qui a grandi dans une famille... Il y a vraiment un rejet de cette culture-là. Effectivement, il y a un facteur, par exemple, au Sénégal, un des facteurs qui est pondérant, c'est-à-dire, tu peux voir un père de famille, par exemple dans les années 80-90, qui a été répudié de sa communauté et qui va dans une autre communauté où on ne parle pas cette langue, donc qui est obligé de se réadapter en fait. Par exemple, si tu quittes une communauté Peul, tu vas chez les Wolof ou bien tu vas chez les Sérères, tu deviens Sérère parce que tu as quitté ta communauté. Donc tu es obligé de parler la langue Sérère pour exister. Et donc ta langue vernaculaire, tu ne peux plus véhiculer ça au niveau de tes enfants. Donc ces enfants deviennent des Sérères sans s'en rendre compte, donc qui sont
une fois de retour chez eux, parce que peut-être s'ils grandissent, ils vont avoir envie d'aller chez eux. Ouais. Ils ne pourront pas se considérer étant de là-bas puisqu'ils n'ont pas grandi dans ces milieux. Donc peut-être le milieu dans lequel la personne peut grandir, n'étant pas le milieu qui est son milieu naturel, c'est-à-dire là où il doit parler sa langue, il est obligé de ne plus se considérer ainsi. Donc parfois, peut-être ce n'est pas de la faute des jeunes qui ne parlent plus. C'est peut-être aussi, là, comme l'a dit Donatien, c'est peut-être la faute des parents qui n'ont pas été ce qu'ils devaient être en fait. Enfin, le legs, justement. Le legs n'est pas assuré. Exactement. Le legs est difficilement et péniblement assuré. D'accord. Fabre, on parle aujourd'hui de la responsabilité parentale, mais qu'en est-il des jeunes? Parce qu'évidemment, chacun a sa part de responsabilité dans ce phénomène-là, mais qu'en est-il de cette jeunesse africaine? Alors, en ce qui concerne les jeunes, je dirais qu'il y a un complexe d'infériorité qui naît depuis un certain nombre d'années. D'accord. Aujourd'hui, on se dit que celui-là qui parle avec aisance le français, c'est celui-là qui est bien instruit. Et à la limite même, on te classe dans une certaine catégorie. Tu as comme réussi pour certaines personnes. Donc ce complexe-là fait en sorte qu'on puisse renier totalement nos langues vernaculaires. Donc les gens se disent que, bon, je vais apprendre le français. C'est le français qui me permettra, exemple, de communiquer avec d'autres personnes dans d'autres pays. Pourquoi je vais m'atteler à faire des efforts pour parler ma langue vernaculaire? Donc on ne trouve pas la nécessité de fournir des efforts, voilà, à cause du complexe d'infériorité. Et je crois très sincèrement que ça cause de gros problèmes avec nos jeunes. Parce que c'est pertinent ce que Fabre vient de dire, en pensant qu'effectivement le français, ça reste la langue par laquelle on communique aujourd'hui. Mais aujourd'hui, par exemple, dans certains secteurs d'activité, on a besoin de ces personnes-là qui parlent leur langue vernaculaire. Je prends le cas, par exemple, du domaine du cinéma, où il faut faire des traductions, des doublages. On a besoin, effectivement, dans une ethnie bien précise, de faire un doublage à ce niveau-là. Dans le domaine de la publicité, je pense que vous tombez tout le temps sur cette publicité du convoiturage, où il y a un monsieur qui parle dans un dialecte propre au peuple béninois. Et ça, c'est super intéressant. On parle un petit peu, Jefté, on parle de la responsabilité parentale. Est-ce que le fait aujourd'hui de mettre en avant ce déni souligné par Donatien et par Fabre et par Mamadou, est-ce que le fait de ne pas parler sa langue vernaculaire, c'est quelque part s'oublier soi-même et oublier son histoire? Effectivement. Ne pas parler sa langue vernaculaire, je dirais même que c'est grave. Ouais. Parce que dans la langue vernaculaire, on a l'identité, on a qui nous sommes. Donc si on oublie ça, on s'oublie en partie. Voilà, donc il faut dire que le milieu dans lequel l'on vit a un impact majeur sur qui nous sommes désormais. Exactement. Parce que si on se retrouve dans un milieu comme le Sénégal par exemple, on va apprendre à parler Wolof. On se retrouve dans un milieu comme, je vais prendre... le Mali, on va apprendre à parler Bambara. On va apprendre à parler Bambara. Le Congo, le Lingala, par exemple. Voilà. Et là, on oublie d'où on revient. On va s'adapter à la nouvelle culture que l'on va retrouver sur le nouveau territoire. Ouais. Et si on n'a pas les bases déjà dès le départ d'où on revient, par exemple, on ne pourra pas communiquer cela à nos enfants. C'est vrai. Voilà, donc en fait, on va tout de suite rompre cet héritage souligné par Mamadou. Ici, Donatien, c'est vrai que c'est pertinent ce que vient de souligner notre ami Jefté. On parle également on a situé un peu les responsabilités, que ce soit responsabilité parentale et celle des jeunes, mais qu'en est-il des autorités à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des mécanismes, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour aller dans le sens de valoriser l'apprentissage de langue vernaculaire, par exemple? Bon, c'est assez drôle quand même. En fait, je crois que la responsabilité des autorités, elle est là. Et la difficulté, elle va d'un pays à l'autre sur le continent. C'est-à-dire que dans certains pays, les autorités essayent de faire des efforts. Dans d'autres, on a l'impression qu'on ne met pas un accent sur cette réalité-là. Alors qu'on sait que lorsqu'on parle de langue vernaculaire, on parle de l'identité. C'est propre à nous. C'est-à-dire que c'est ce qui décrit qui nous sommes. Mais lorsque cet élément-là n'est pas mise en avant, c'est-à-dire que même nos autorités même rentrent dans ce déni-là, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas le fait qu'on doit valoriser ce qui est d'abord à nous. Parce que lorsqu'on parle par exemple de tourisme, lorsqu'on a des touristes, donc le tourisme renvoie à des personnes qui viennent d'ailleurs pour découvrir notre pays, mais la langue vernaculaire doit être un élément aussi qui doit
permet de nous situer. Ils pourront découvrir des choses chez nous au travers de nos dialectes, au travers de nos langues. Ouais. Mais malheureusement, lorsqu'ils viennent, ils ont l'impression même qu'on est soit plus francisé ou plus anglisé. Je ne sais pas si ça existe, mais on va créer des mots. Ouais, on est dans le néologisme. Il n'y a pas de souci, mon cher Donatien, on y va. Ouais, c'est ça. Et malheureusement, c'est une grosse perte. Mais il faudra vraiment que nos dirigeants, c'est-à-dire nos autorités, nos gouvernants, mettent un effort dessus. Vous savez, je me rends compte d'une chose, il y a quelque chose qui me choque de plus en plus on avance. Je ne sais pas, je vais à chaque fois citer ces pays-là, donc les pays asiatiques. On se rend compte que les gouvernants, est-ce qu'ils dirigent, mettent un accent sur la formation et l'éducation, quitte à mettre en avant la culture. La culture, il y a la langue à l'intérieur. Par exemple, ces gens-là, c'est vrai qu'ils sortent, mais ils parlent bien leur langue, des plus jeunes aux plus grands. Donc, est-ce qu'on ne doit pas copier ce qui est mieux ailleurs pour adapter ça à notre contexte? Il faudra qu'on le fasse. Effectivement, la problématique reste posée. Oui, Mamadou, tu fais rebondir sur... D'ailleurs, en parlant des pays asiatiques, ils ont tout fait pour nous imposer leur culture. L'exemple le plus patent, sont les mangas. Les mangas, c'est exactement la culture japonaise. Mangaka, effectivement. Oui. La Chine, par exemple, ils nous ont imposé leur habillement, ils nous ont imposé leur langue. Au Sénégal, maintenant, on enseigne le mandarin. Quel est notre lien avec la Chine? On n'a même pas été colonisé par la Chine, mais on apprend à parler le mandarin. C'est pour en fait exister. Exactement. Mais sans s'en rendre compte, on se perd en fait. Il y a un savant sénégalais qui dit que tout le monde connaît, Cheikh Anta Diop, qui a tout le temps défendu l'Afrique. Partout où il est parti, il dit que la facilité qu'on a en fait de renoncer souvent à notre culture, c'est juste qu'on l'ignore. On ignore la culture. Ce n'est pas en fait dire que c'est une adaptation progressiste, par exemple, avec la France, l'Italie, l'Angleterre, les pays européens. Non, c'est parce qu'on ne se connaît pas en fait. Exactement. Et si on ne se connaît pas, il est de notre devoir le plus logique d'aller vers ça, d'essayer de savoir qui nous sommes réellement, d'où nous venons. Tu ne peux pas voir un enfant, par exemple, je parle toujours de l'exemple du Sénégal parce que je suis sénégalais, donc logiquement. Donc tu vas voir un enfant Peul qui ne sait même pas en fait, tu lui parles de Thierno Souleymane Baal qui est un très grand érudit de la culture Peul en Afrique. Il ne peut pas te dire c'est qui. Mais si on nous demande par exemple de parler d'Hitler, on va même parler par exemple de Charles de Gaulle, on va même parler du chien de Charles de Gaulle et des Descartes, Pythagore et tout. On les maîtrise en fait, on les maîtrise. Donc tout ça va dans ça, ça va dans cette perdition culturelle qui nous éloigne naturellement de nos langues, qui nous éloigne naturellement de qui nous sommes réellement. On parle également de l'apprentissage. Jefté, je reviens vers toi. L'apprentissage, on a situé un petit peu aussi l'impact, sinon le rôle des autorités dans le fait de valoriser davantage l'apprentissage de ces langues vernaculaires. Est-ce que, à l'image de ce qui se fait un peu au Sénégal, au Maroc et dans certains pays, même si c'est très peu valorisé, est-ce qu'on peut tendre vers la mise en place d'une politique axée sur l'œuvre, sur le livre par exemple, mettre en place des livres qui vont enseigner ces langues vernaculaires, à l'image du Sénégal et le Maroc et d'autres pays qui sont un petit peu dans ce procédé-là? Moi, je dirais oui. Je dirais oui parce que si on a à la tête du pays une rigueur à ce niveau-là, je pense que l'information pourrait être mieux située chez nos jeunes qui pourront, eux, en retour, mieux transmettre cela à la génération future. Exactement. Parce que si on n'a pas bien acquis la chose, si déjà les dirigeants n'ont pas su mettre un accent là-dessus, je disais tout à l'heure qu'on va s'oublier. Et si on s'oublie, on ne peut pas communiquer quelque chose demain. Parce qu'après, on se perd. Exactement. Et du coup, moi je suis curieux. Permettez-moi, ma chère Jefté, vous parlez votre langue vernaculaire? Oui. Qui est le Bamba. Le Bamba, situé au Gabon, précisément dans la deuxième province du Gabon. Et comment ça s'est passé, l'apprentissage de cette langue-là? Est-ce que c'était quelque chose qu'on t'a imposé ou bien c'était une forme de curiosité intellectuelle et culturelle qui t'a poussé à parler ta langue vernaculaire? Non, ce n'était pas une curiosité. Déjà chez moi, ma maman parle au Bamba. D'accord. Donc toute la famille, toute la maison parle au Bamba. D'accord. Ma maman parle au Bamba parce qu'elle a appris ça avec ses parents. Et elle a vécu dans un milieu où on parle au Bamba. Je disais que l'environnement a un impact sur nous. Exactement. Que l'on le veuille ou non, il y a un impact. Parfois, on ne se rend pas compte tout de suite, mais c'est déjà passé. D'accord. Voilà. Et du coup, toi, quel est le message? Est-ce que dans la famille, par exemple, il y en a qui ne parlent pas aussi un petit peu le Bamba? En général, en Afrique, on en a deux, ou plusieurs langues vernaculaires. Du coup, toi, tu parles au Bamba, une autre langue vernaculaire aussi, non?
Je comprends le Ndébi, je comprends d'accord. le Penou. Ok, d'accord. Et du coup, comment toi, t'arrives si par exemple ton petit frère, qui a besoin lui d'apprendre, qui est dans l'apprentissage, comment toi, tu arrives à faciliter cet apprentissage-là de la langue? Il est préférable pour un parent, par exemple, Ouais. qui veut apprendre ou communiquer la langue vernaculaire à son enfant, il est préférable de l'emmener dans des milieux où on parle cette langue-là. D'accord. C'est très important. Oui, mais dans la famille, vous parlez au Bamba Oui, à dans chaque la fois. famille, on parle au D'accord. Bamba. Donc lui, même si tout de suite il ne peut pas parler, mais déjà il comprend. D'accord. Voilà. Ouais. Parce que c'est là le gros problème aussi, Fabre. Comme Donatien a souligné, à défaut de ne pas parler, comprend au moins. Mais là, on se retrouve en Afrique avec vraiment une jeunesse qui est déconnectée des deux, c'est-à-dire on ne comprend pas et on ne parle pas. Oui, Ouais. c'est vraiment très grave. Et j'apprécie beaucoup, par exemple, le cas du Sénégal. Ce que j'ai remarqué, c'est quoi? C'est que ils peuvent, les enfants, bien sûr, là je parle des enfants, les enfants peuvent se rendre en matinée ou je ne sais, peut-être en soirée à l'école, mais lorsqu'ils rentrent à la maison en soirée, les papas, les mamans parlent en Wolof. Ouais. Donc ce qui fait en sorte qu'ils soient constamment en contact avec la langue. Et ils ne peuvent absolument pas l'oublier. Et je crois que c'est un gros problème, par exemple, un gros problème. Là, je vais parler de moi. Ouais. Moi, j'ai eu une grosse difficulté dans l'apprentissage. Ah ouais, de parce la que toi, langue. tu fais partie Oui, justement oui, de ceux qui ne comprennent pas et qui ne parlent non, pas. je me confesse. D'accord. Je me confesse. Parce que moi, j'ai grandi dans un environnement assez, on va dire quoi, loin de mes origines. Voilà, j'ai grandi loin de mes origines avec mon papa. Et mon papa, il a étudié. Ma maman, c'est également le cas. Donc, à la maison, rares sont les fois où tu entends parler la langue, ta langue vernaculaire. D'accord. Ce qui fait en sorte que tu ne peux pas te mettre à parler cette langue. Effectivement, mais Tu peux pas. déjà, si on ne te donne pas les Voilà. moyens et les outils, donc... Voilà, tu peux pas te mettre à parler cette langue. Et quand tu te retrouves avec des personnes qui sont de la même ethnie que toi, qui sont en train d'échanger Tu te en sens langue exclu. vernaculaire, oui, Ouais. tu es exclu. Il y a ce Exclu. sentiment-là Ouais. qui naît en toi, et pourtant vous appartenez à la même même ethnie, communauté. même Ouais. communauté. Ouais. Chose qui est assez étrange et difficile à accepter. Ouais. Mamadou, tout à l'heure, Donatien, avant de évidemment te laisser le temps de rebondir sur l'argumentaire de Fabre, Fabre disait tout à l'heure qu'en fait, ce qui est plutôt intéressant dans le système sénégalais et africain de façon générale, en tout cas ces pays-là qui ont mis un accent assez particulier sur la valorisation de langues vernaculaires, c'est qu'à l'école, on parle le français, donc qui est c'est ce langage de communication de façon globale, et ensuite à la maison, on parle Wolof. Prenons le cas du Sénégal. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir le Wolof prendre le dessus sur d'autres langues vernaculaires comme le Diola ou le Peul, par exemple? À la maison, on parle Wolof, mais il y a des sous-langues, le Peul, par exemple. Et si papa est Peul et qu'il parle Wolof, est-ce que ça ne tue pas quelque part le fait de valoriser la deuxième langue qui est le Peul? Ça tue, naturellement, ça tue, parce que déjà, c'est l'effet de l'exode rural. Ouais. Donc, la plupart des gens qui quittent les régions pour venir en capitale, c'est-à-dire à Dakar, pour chercher du travail. Donc, d'abord, chercher du travail, il faut avoir un moyen de communication commun. Ouais. Un moyen de communication commun pour pouvoir échanger, pour pouvoir réussir ses trocs et tout. Donc, à Dakar, par exemple, Dakar, c'est la ville où on parle Wolof. D'accord. C'est la ville où les gens s'expriment en Wolof. Donc, c'est la ville que les Lébou, par exemple, les Lébou sont la première population de Dakar selon l'histoire. Donc, ces gens-là, ils parlent Wolof, donc s'expriment en Wolof. Naturellement, si tu viens à Dakar, tu es obligé de parler Wolof. D'accord. Mais Même si du coup, ça tue ça un tue, peu, ça tue les autres langues, c'est-à-dire les langues entre guillemets secondaires, parce que pour certains, c'est le Wolof. La plupart des étrangers pensent que le Wolof est la seule langue qui se parle au Sénégal. Oui, avant de exactement. venir, On vous rassure, il y a vraiment cette impression-là. Puis, On se dit, à part le effectivement, Wolof, il n'y a plus d'autres... Si, on sent ça, parce qu'à chaque fois que les gens te parlent de Nangadef, il y a des gens qui ne comprennent même pas ce que c'est Nangadef alors que ce sont les Sénégalais. Parce qu'ils sont Peul, soit ils sont Diola, soit ils sont Séré, Mandeng ou autre. Donc, les parents, s'ils viennent à Dakar, vont être obligés de s'exprimer en Wolof au détriment de leur langue vernaculaire, de leur langue maternelle. Oui, parce que moi, j'étais hébété quand je suis arrivé et que j'ai vu un Sénégalais qui m'a dit qu'il ne comprend pas le Wolof. Il est né au Sénégal, il a grandi au Sénégal, mais il ne comprend pas le Wolof parce qu'il parle le Diola. Moi, par exemple, je prends mon exemple. Chez moi, il y a pas mal de mes tantes, grands-pères et grands-mères qui ne comprennent pas le Wolof. Ma grand-mère matin, même si elle est congolaise, elle a fait 30 ans au Sénégal, elle ne comprend pas le Wolof.
elle ne s'exprime pas en Wolof, donc elle fait des efforts, mais pas comme ça doit l'être. Moi, par exemple, c'est elle qui m'a éduqué. La première langue que j'ai parlé, c'est le Lingala. D'accord. Donc, je me suis d'abord exprimé en Lingala. Comme je dis, l'humain se fait par son environnement. Se fait par son environnement. J'ai d'abord parlé Lingala, Swahili, avant de m'exprimer dans ma langue dans ma langue maternelle, c'est-à-dire le Peul, avant aussi de s'exprimer en Wolof. Pour m'exprimer en Peul, j'étais obligé d'aller au village, d'aller me ressourcer au village, d'aller côtoyer les gens qui ne s'expriment qu'en Peul. Malheureusement, c'est pas ce qui doit être en fait. Dans nos maisons d'abord, il faut que les gens apprennent à s'exprimer dans leur langue. Est-ce que ce serait bien aussi de remettre, parce que je ne sais pas si dans vos pays respectifs on avait ce procédé-là quand on était plus jeune, ce qu'on appelait le collier ou bien le symbole. C'est là où vous avez vraiment marché sur ma langue, c'est ça que j'allais dire. Par exemple, à l'école française, on nous fait porter des symboles à l'école, on nous fait porter un symbole si on parle pas le peul, ou si on parle pas le français. Pourquoi ne pas faire l'inverse, aller dans les maisons. Moi, il y a un de mes grands-pères, il est décédé. Paix à son âme. Paix à son âme. Lui, il disait, si tu te vois t'exprimer en peul, tu ne manges pas. Ah. Ouais. Il faut forcément s'exprimer en peul. Hier, par exemple, l'anecdote, j'étais avec un de mes cousins. Ma tante nous a vu s'exprimer en Wolof. Il a attendu jusqu'à ce que le gars, parce que mon cousin parte, il m'a dit, sérieusement, vous vous exprimez en Wolof là? Mais vous êtes des Peuls, vous devez avoir honte. Effectivement, dans un coin de ma tête, je me suis dit, ouais, j'avoue que je ne devais pas. Parce que comme nous deux, nous sommes Peuls, naturellement, on doit s'exprimer en Peul, mais pas une langue... Le Wolof est presque devenu une langue de colonisation au Sénégal. Et c'est vrai que quand le principe du symbole, le collier, il faut expliquer à nos amis téléspectateurs, en fait, c'était un collier réalisé à base de... chez nous, c'était avec des os, avec des arêtes de poissons, avec des os de poulet. Et c'était vraiment un collier très répugnant. Déjà parce que ça sentait pas bon et ça donnait pas envie en tout cas de l'avoir sur soi. Donc tu traînes avec toute la journée. Toute la journée tu te balades avec. C'était pour parler la langue. Là on faisait tout pour parler. Mais ça a marché. Et ça a marché. Oui, Donation, on s'écoute. Avec le symbole en fait c'était une prédation, c'était une technique de prédation. Pourquoi je le dis? Parce que simplement c'est-à-dire qu'on a agi par la force, mais de manière subtile. Moi, j'en ai discuté une fois avec ma maman. On parlait, elle disait que lorsqu'elle allait, parce que eux, quand ils allaient à l'école, ils ne parlaient qu'en langue. Ils ne parlaient pas de français. Donc, c'est-à-dire qu'on a même créé des détectives privés. Il y a des gens qui étaient là pour voir si tu parles. Si tu parles en langue, allez, on pointe du doigt, madame, telle parole, on te met le symbole automatiquement. Et c'est très grave d'avoir fait ça, ce qui fait que les gens se sont dénaturés complètement. Oui, en parlant que le français. On parlait que le français, alors que le français, c'est une langue véhiculaire, c'est pas une langue vernaculaire. Ça, il faut le dire. Mais pour aller plus loin, lorsque j'étais encore au pays, j'avais discuté avec un aîné. Bon, malheureusement, dans nos États, on ne valorise pas la culture. Lui, il faisait des dessins animés, en fait. Il faisait la BD. Et j'y ai pensé au fait qu'on pouvait rendre la BD un peu comme les mangas. C'est-à-dire comme la culture japonaise, en faisant des BD, mais en adaptant dans tous les dialectes. C'est-à-dire que là où il y a les langages, là, c'est-à-dire que c'est dans la langue. Maintenant, si on réussit à faire l'animé, c'est dans les différentes langues. Ça devait être une manière aussi de valoriser nos langues vernaculaires. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne dessine plus, il a arrêté. Donc, Et puis, je crois que ce serait quand même mieux, parce que ce sont les enfants qui sont très souvent au contact des dessins. On dit de l'Afrique qu'elle est riche de par sa jeunesse et que la jeunesse représente l'avenir de demain. Et si on a une jeunesse qui est sacrifiée sous l'autel de l'insouciance des autorités en ce qui concerne évidemment la valorisation de ces langues vernaculaires, évidemment qu'on part sur un avenir incertain avec une jeunesse qui passe beaucoup plus de temps à danser sur les réseaux sociaux qu'à se concentrer sur la valorisation de ces langues vernaculaires. C'est comme l'exemple, il a parlé des bandes dessinées, c'est comme l'exemple des comptines qu'on apprend à la garderie d'enfants, les comptines français. Il y a pas mal d'artistes africains qui ont écrit des comptines en langue nationale. Donc il faut essayer de véhiculer ça, de faire en sorte que les jeunes puissent plus se sentir dans ça que au clair de la lune. Oui, exactement. Oui, Fabre? Oui, c'était par rapport à ce que Donatien était en train de dire. En ce qui concerne la bande, les dessins animés et autres, on sait au moins qu'on s'attaque aux jeunes. Si nos jeunes sont exposés à de tels dessins où il y a la possibilité de lire en langue vernaculaire
et de comprendre un message bien spécifique à adresser. Mais à mon avis, quand il aura 18, 19 ans, mais il va parler couramment sa langue vernaculaire. Ouais. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire, on cherche à trouver des solutions, généralement chez des personnes qui sont adultes. C'est-à-dire, on oublie les enfants. Que nous sommes même censés d'abord toucher, parce qu'on sait que c'est la relève. Bah, il faut aller à la racine. Voilà, c'est ça, c'est la Aller racine. à la racine. Donc Ouais. au lieu d'aller à la racine, nous on va directement aux arbres. Ouais. Bah, Et ce qui fait en sorte qu'on tourne, d'année en année, nous sommes là. On continue à tourner, c'est la même chose. Ouais. Et je pense... Oui, vas-y. Merci. Et je pense que si on remettait sur la table la technique du collier, cela rehausserait énormément la pente. Voilà. Ouais, mais- c'est ce que Mamadou disait, c'est Non, peut-être mais- il est temps de peut-être de renverser la donne, c'est-à-dire à Effectivement. défaut de voilà celui qui ne parle pas sa langue vernaculaire Oui. aura effectivement le collier autour du cou. Les amis, Oui. on marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour décortiquer la deuxième et dernière thématique. On parlera justement de l'enseignement de ces langues vernaculaires à l'université. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent parler de l'enseignement de ces langues vernaculaires dans les universités sur notre beau et magnifique continent. Fabre, est-ce que l'idée te tente? Est-ce que l'initiative est bonne à l'image de ce qu'on vient d'aborder dans la première thématique, la valorisation de ces langues vernaculaires? Est-ce qu'aujourd'hui il faut tendre, est-ce qu'il faut aller vers l'apprentissage, l'insertion de ces langues africaines dans les universités? Alors à mon avis, je crois que c'est une excellente idée. Ça faisait pas longtemps, juste une petite histoire, ça faisait pas longtemps, je regardais le Premier ministre ivoirien s'exprimer, M. Patrick Hachi. Alors il rendait un petit témoignage, ça m'a fait un peu rire, mais au fond il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il disait. Il disait que plus petit, au CP1, il a redoublé, CP2, il a redoublé, Ouais. puis à un moment donné, on voulait le faire tripler la salle de classe. Donc son papa a négocié, histoire qu'il aille au moins jusqu'en classe de CM2 et obtienne un diplôme, et qu'on l'emmène dans un garage, qu'il puisse exercer. Alors, il va échouer, il va continuer à échouer, il va même échouer l'entrée en 6e. Alors, son papa, à un moment donné, va se rendre compte que rien n'allait quasiment chez Patrick Hachi. Voilà, mais bon, en fin de compte, Patrick Hachi va quand même finir, après la classe de CM2, bien sûr, il va quand même finir par aller en 6e et autres, etc. Donc, il s'adressait aux jeunes, et puis il disait aux jeunes qu'en fait, ma vie, j'ai connu pas mal d'échecs. Tout le monde était en train de regarder le Patrick Hachi, qui est Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Les gens n'ont pas posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que vous avez échoué à maintes reprises? Alors, il a dit, mais vous ne m'avez pas posé cette question-là. Laissez-moi vous dire la raison pour laquelle j'ai eu à échouer. Alors, il dit que, très petit, je ne parlais pas français. Je parlais uniquement ma langue maternelle, vernaculaire. Donc, ce qui a fait en sorte que quand j'arrive à l'école, tout le monde parle français, sauf moi. Donc, pendant que les autres sont en train de discuter en français, les cours sont dispensés en français. Lui, il essaie de comprendre. Moi, oui, je me bats, je me débat à essayer de comprendre la langue. Donc, ce qui a fait en sorte que j'échoue. Alors, si jamais Patrick Hachi venait à l'école et qu'il trouvait que les langues vernaculaires avaient déjà été instaurées, je ne pense pas que Patrick Hachi aurait échoué. Exactement. Et donc, quelque part, on peut comprendre par là que les gens échouent, pas parce qu'en réalité, ces personnes sont ignorantes. Pas parce qu'il manque de la matière grise, mais simplement parce qu'il n'y a pas un certain nombre de mécanismes dans nos universités. Il est temps que nos responsables politiques et autres prennent un certain nombre d'initiatives et que les langues vernaculaires soient enseignées en milieu universitaire. Je pense que le Sénégal, bravo Fabre, parce que c'est bien résumé. Mais je pense que le Sénégal est dans cette lancée-là, Mamadou. Oui, le Sénégal est dans cette lancée parce que déjà l'année dernière, lors de la célébration de l'anniversaire de décès de Cheikh Anta Diop à l'université qui porte son nom, le doyen de la faculté des lettres disait qu'il y a un institut qui sera érigé pour former les gens en langue nationale. Par exemple, moi, là où j'ai étudié au CESTI,
on fait les langues nationales en première année. D'accord. Choisis entre le Peul et le... Bon, c'est pas toutes les langues, ce ne sont pas toutes les langues nationales, mais juste le Peul et le Wolof qui sont les langues qui ont le plus de locuteurs actuellement au Sénégal. En deuxième année aussi, on fait une production Wolof, donc c'est la langue là où il y a le plus de locuteurs. Ouais. Donc même si ce ne sont pas toutes les langues qui sont enseignées, c'est un effort déjà fait. Et je pense que dans les années à venir, il y aura davantage de langues nationales insérées dans les programmes. Moi, je pense que ce n'est pas qu'à l'université que ça doit être fait. Il faut que ça soit déjà à la base, parce que concernant l'histoire de Patrick Archi, ce n'était pas à l'université qu'il a eu le problème. C'est à la base, à l'école primaire. Donc c'est là où les gens doivent commencer ce type de formation pour permettre à ces enfants, à ces gamins d'être très vite imprégnés en fait, de savoir que la langue française, elle est certes la langue de colonisation, la langue officielle, c'est-à-dire la langue véhiculaire, mais elle n'est pas cette langue nationale que les gens doivent... Ouais, en tout cas, c'est pas le canal de communication que nos parents utilisaient jadis. Moi, la dernière fois, je lisais un rapport de l'UNESCO qui parlait du Burkina Faso, qui dit que le pourcentage de locuteurs en France et au Burkina Faso, elle est moindre que celle de gens qui parlent d'autres langues. La langue la plus parlée au Burkina Faso, il y a plus de locuteurs en langue nationale que de locuteurs en français, qui est la langue officielle. Ouais. Ça, c'est un problème qui n'est pas seulement un problème au Burkina, mais le problème un peu partout en Afrique. Le problème est exactement, hein, on va dire, c'est ce virus-là qui s'installe un peu dans beaucoup de pays sur le continent. Heureusement qu'il y en a qui commencent un petit peu à trafiquer un remède, à l'image du Sénégal, ouais, pour essayer un peu de contrer la propagation du virus, en l'occurrence l'apprentissage ou bien la non-valorisation des langues vernaculaires en l'occurrence. Donatien, ils ont souligné, Fabre et notre ami Momodou ont fait un petit contour, un petit résumé un petit peu de la problématique. Pourquoi certains pays sur le continent tardent un petit peu à joindre l'acte à la parole, à suivre l'exemple du Sénégal par exemple? Ça peut être simple. Certains pays tardent certainement parce que lorsqu'on dit donner la trajectoire d'un pays, tout part des autorités. Mais très souvent, si certains pays tardent, certainement parce que les autorités n'y prennent point garde. C'est-à-dire que certains, eux-mêmes, parfois, ils ne pratiquent pas les langues. Parfois, même, ils ne pratiquent pas. Donc, parfois, ils ne voient pas l'utilité d'intégrer ça dans les programmes scolaires. Ouais. C'est ça la difficulté. Donc, il faudra... Par contre, que les autorités prennent vraiment leurs responsabilités et qu'ils puissent joindre leurs paroles, leur dire aux actes en fait. C'est-à-dire que ça ne soit plus seulement des paroles, mais que ça soit des actes. Donc qu'ils comprennent cela, on puisse emmener ça depuis les basses classes, depuis le bas âge, donc le primaire. Pourquoi pas le pré-primaire? Mais c'est même le cas, c'est le cas du Rwanda avec le Swahili. Le Rwanda avec le Swahili, dès les classes, voilà quoi. Préscolaire. Exactement, on commence un petit peu à installer les bases de l'apprentissage du Swahili. Et comme disait, je veux souligner un point parce que, vous savez, il y a, je ne sais pas qui le disait, je crois que c'était un auteur qui disait que, j'ai oublié le nom, il disait... Mais pourquoi est-ce qu'on fait croire aux gens que quelqu'un est intelligent lorsqu'il s'exprime bien en français? Il disait, mais il y a des gens qui sont très intelligents en Swahili. Parce qu'ils font même des mathématiques en Swahili, ils font des mathématiques en lingala dans d'autres langues, mais ils sont nettement supérieurs à ceux qui s'expriment très bien en français. Et je crois que c'est peut-être là l'erreur. Et on se rend compte que c'est vraiment un complexe qu'il faut décomplexer. Et c'est là le gros combat. Momodou, avant de te laisser rebondir là-dessus, on va peut-être recueillir l'avis de notre ami Jefté sur l'insertion de ces langues vernaculaires africaines dans les universités. L'initiative vous semble intéressante, bonne, ma chère? Oui, très bonne même, je dirais, parce que si à la maison on a raté une base, c'est encore possible de rattraper cela au milieu scolaire, au milieu universitaire. Parce que si les enseignants, par exemple, mettaient de l'accent dessus, ça pourrait énormément aider, même soulager les parents qui auraient certainement raté, voilà, de pouvoir emmener les enfants au village, de pouvoir apprendre à l'enfant à la maison comment dire bonjour, comment ou bien même l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui devient l'enseignant, qui vient enseigner à papa et à maman effectivement sa langue vernaculaire. Et je pense que ça c'est plutôt intéressant. Oui, Momodou. En fait, c'était pour rebondir par rapport à ce que Donatien disait. C'est déjà le terme alphabétisation en fait qui pose problème. Quand on parle d'alphabétisation, on dit que c'est quelqu'un qui a fait l'école française.
Donc, pourtant, il y en a qui n'ont pas fait l'école française, qui sont alphabétisés. C'est-à-dire qu'ils sont alphabétisés en langue nationale. Et la langue française ne peut pas primer, en fait, ne peut pas primer sur les langues nationales. Après, au Sénégal, maintenant, on parle d'alphabétisation en langue nationale. Exactement. Parce que il y a 10, 15 ans en arrière, on disait alphabétisation juste pour la langue française. Maintenant, on va jusqu'à dire alphabétisation en langue nationale. C'est-à-dire tu peux faire des études en langue nationale, en Wolof ou en Peul. Tu deviens un professeur en Peul. Tu n'en fais que ça. Peut-être on n'en est pas encore au temps où on fait un bac en Peul, on fait un bac en Wolof. Ouais. Mais il y a quand même des efforts, c'est-à-dire même les livres, il y a beaucoup de livres maintenant. Exactement. Des syllabaires en Wolof, en Peul qui sont écrits par des associations pour la valorisation des langues nationales. J'ai oublié l'autre. Il y a une association qui est dirigée par la femme de Boubacar Boris Diop, l'écrivain Boubacar Boris Diop. Ouais, l'écrivain, ouais. L'écrivain Boubacar Boris Diop, c'est une maison d'édition en Wolof. D'accord. Ça ne produit que des livres en Wolof. Intéressant. Que des livres en Wolof. Il y en a beaucoup. Ils ont fait beaucoup de productions. Il y a aussi une ONG qui s'occupe de la langue Peul, qui produit des livres en Peul, et qui sont petit à petit intégrés dans les écoles primaires, dans les villages, dans les écoles primaires des villages, pas encore en fait très institutionnel, mais ça se fait. Et ça permet en fait, même pour quelqu'un qui n'est pas Peul, qui n'est pas Wolof, d'apprendre la langue. Ouais, la curiosité culturelle, comme on dit. Si, il y a beaucoup d'étrangers maintenant qui s'expriment très bien. Il y a des Américains, les Américains qui s'expriment très bien en Wolof. Je pense que ce sont des Wolof. Mais ils sont juste basés sur ça, sur ces livres-là, et sur des gens qui sont disponibles pour faire office de professeur et d'encadreur. Et je pense que ça peut être fait un peu partout. Ça peut être fait un peu partout en Afrique. Ouais. Il y a le Maroc aussi qui le fait maintenant avec les langues nationales. Pourquoi pas que ça fasse poudre en fait un peu partout, et ça permettrait aussi aux gens de pouvoir s'exprimer en fait dans leur langue. Fabre, est-ce qu'aujourd'hui, oui, ma chère Diapté, oui, tu veux rebondir sur un... Oui. Je pense que on nous a tellement habitués à parler français que parfois, lorsqu'on a une idée à communiquer, on a du mal à pouvoir bien le dire en français. Déjà, si à la base, je prends l'exemple ici au Sénégal, moi quand j'étais en première année, au cours de développement personnel, il y a des Sénégalais qui avaient du mal à convenablement sortir le fond de la pensée en français. Ouais. Parce que dès le bas, déjà, à la maison, ils parlent Wolof. Donc, le Wolof, c'est dans leur quotidien. Donc, dire ce que je pense en français, c'est vraiment pas facile. Et on a même l'impression, l'un de vous t'interrompre, ma chère, que lorsqu'il donne l'information en Wolof, c'est beaucoup plus fluide et il y a beaucoup plus d'éléments. Exactement. C'est pertinent. Voilà. La personne a l'occasion, la possibilité d'exposer vraiment toutes ses idées et de manière correcte. Pour revenir à ce que tu étais en train de dire, lors de ma soutenance, j'étais avec une amie sénégalaise également qui avait des difficultés à s'exprimer en français. Et donc, les enseignants lui ont donné la possibilité de le faire en Wolof. Voilà. Donc, elle s'est exprimée tranquillement, elle a soutenu et elle est rentrée. Moi, j'étais heureux de voir cela. C'est vraiment un complexe. C'est un complexe chez pas mal, peut-être plus seulement les jeunes, mais aussi les adultes. C'est un complexe chez tout le monde. On se dit que parler français, c'est être un érudit. Ouais. On fait partie des élites. C'est la crème de la crème. Et c'est ça la difficulté. Juste pour aller dans le sens de Fab, par exemple, moi je me rappelle, et je parlais avec maman un jour. Bon, après, souvent, on taquine un peu. Et maman, en fait, elle a dit un terme, c'était pas correct selon le français conventionnel, on va dire. Ouais. Mais elle me dit, mais est-ce que tu n'as pas compris ce que je voulais dire? Et vous voyez, aujourd'hui, je suis contre ceux qui se moquent quand quelqu'un met là à la place de lui, à la place de... Le plus important, c'est l'information, c'est que l'information passe. Par contre, ça, c'est original de faire soutenir quelqu'un en Wolof. Oui. Si la personne a du mal à articuler en français, qu'elle soutient en Wolof. C'est intelligent quand même. Non, mais je trouve que même là, on donne beaucoup plus d'informations. La personne est beaucoup plus à l'aise à l'idée de soutenir sa thèse et tout le reste. Est-ce que c'est là aussi la problématique, mon cher Momodou? Est-ce que c'est là aussi un peu, peut-être, j'ai envie de dire, l'un des éléments déclencheurs à cette vocation-là de permettre aux étudiants de pouvoir être bilingues? Parce que
le fait d'être bilingue aujourd'hui ou bien demain, c'est plus le fait de parler anglais, espagnol ou parler italien et anglais, c'est le fait de parler français et sa langue vernaculaire, en tout cas pour notre continent, l'Afrique. Est-ce que l'élément déclencheur, c'est là aussi, ce genre d'initiative, par exemple? Si, c'est pour ça, en fait, ce n'est pas encore académique, Ouais. ça ne se fait pas encore de façon académique, mais c'est intelligent en fait comme approche. Le fait de permettre à cette jeune, à cette dame de s'exprimer dans sa langue maternelle en Wolof et qu'on sente que la personne est à l'aise. Le fait d'être bloqué en français ne signifie pas qu'on est nul, entre guillemets. En fait. Ouais, exactement. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas faire, mais ça signifie peut-être qu'on a... On n'a pas un vocabulaire riche. On n'est pas obligé d'avoir le vocabulaire riche en français, parce que ce n'est pas la langue avec laquelle on a grandi, en fait. On l'a découverte à l'école. Mais le fait la honte, c'est en fait le fait de ne pas pouvoir s'exprimer dans sa langue vernaculaire. C'est là où, en fait, le problème doit se situer. Les gens doivent décomplexer la langue française. Ce n'est pas la langue de Dieu, à ce que je sache. Ce n'est pas la langue de Dieu. S'exprimer comme Molière, comme Baudelaire et tout ça, là, ça ne fait pas de nous quelqu'un d'extraordinaire, en fait. Au contraire, s'exprimer bien dans sa langue maternelle, là, ça fait quelqu'un de nous. Ça fait de nous quelqu'un de valeur. Ouais. Et Jefté, est-ce que du coup, à l'université, ça t'arrive de parler, par exemple, je ne sais pas, ta langue vernaculaire avec d'autres personnes à l'école? Ça t'arrive parfois? Oui, ça m'arrive. Et je dirais même que c'est un complexe. En fait, lorsque je me retrouve avec des personnes, avec des Gabonais qui parlent au Bomba, lorsque l'on communique, des personnes qui nous écoutent mais qui ne comprennent pas, ils ont tendance à dire « Mais vous dites quoi ?» Ouais. Est-ce que toi, par exemple, tu pourrais mieux comprendre un cours si ce cours était dispensé en Obamba, par exemple? Effectivement, oui. Parce que déjà, en français, il faut dire que ce n'est pas tout qui est dit en français que l'on arrive également à assimiler. Déjà, le français, il y a tellement de synonymes que, or, dans la langue vernaculaire, c'est un mot qui veut dire c'est direct. Oui. Et puis, les mots sont polysémiques. Exactement. Donc, voilà. Tu vas dire quelque chose, ça va être interprété autrement aussi, ça peut avoir un autre sens. Alors que s'il est dit en langue vernaculaire, le message y passe. Ouais. Le message y passe. Donc je pense qu'insérer ce système-là au milieu scolaire, vraiment, ce serait avantageux. Exactement. Au milieu scolaire, universitaire, comme l'a souligné Mamadou. Oui, Fab, tu veux rebondir sur un point? Non, c'est toujours pour aller dans le même sens. Hein. C'est vraiment toujours pour aller dans le même sens. On doit simplement, je crois que les dirigeants doivent prendre un certain nombre d'initiatives. C'est plus que urgent de le faire maintenant. Parce que les jeunes sont tellement complexés et ça devient grave. Je crois que dans les prochaines années, on risque quand même de faire un constat assez grave. Parce que, oui, c'est une lourde perte, c'est une grosse perte. Le constat est déjà là. Si les jeunes ne s'expriment pas dans leur langue vernaculaire, s'ils ne parlent pas, que ce soit le Pulaar, le Diola, le Serer, le Bété et tout ça, effectivement, on est en train de perdre un peu notre héritage dans ce sens-là, parce que n'oublions pas, on a parlé du principe du legs, l'héritage. Et si on n'a rien à donner, ça, effectivement, ça va être compliqué pour la suite. Mais sauf que là, ça va devenir vraiment grave. Ah, d'accord. Au fil des années, ça deviendra grave. À un point où on se demandera, tu es de quelle ethnie? Tu ne sais plus. Ouais. C'est-à-dire, toi, tu fais des enfants. Quand ton enfant vient au monde, il ne sait pas si papa était Nzebi, Fan, s'il était Peul, s'il était Djola. Il n'a aucune idée. Donc, tout ce qu'il sait, c'est qu'il parle français. C'est la seule chose. Et là, ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué. Jefté? Il faut dire que déjà nous sortons de nos familles, par exemple le Gabon, j'arrive au Sénégal, je rencontre quelqu'un qui ne parle pas sa langue maternelle. Ouais. Si moi aussi je ne parle pas convenablement ma langue maternelle, on va rester là, on va se regarder. On ne pourra pas communiquer quelque chose à nos enfants, par exemple. Non, Regardez, encore ça va. On va prendre des jeunes que l'on envoie, par exemple, au Canada. Ouais, en Europe, de façon générale. Voilà. Là, mais là, c'est compliqué. Oui, je veux dire, à ce moment, on perd tout. Il y a un peu, c'est complètement coupé. Clairement. Ouais. Et après, on va se retrouver avec une génération, j'ai envie de dire des perdus. Pas dans le sens péjoratif, non, mais pour dire qu'ils n'auront plus d'origine. Ouais, d'identité, tout à l'heure dans la première thématique, tu parlais d'identité. Je pense que ça résume parfaitement la thématique. Il faut que les gens sachent qu'aucune langue n'est exempte de devenir une langue morte. Exactement. S'il y a des langues qui sont mortes, des langues qui ne sont plus d'actualité, c'est parce que c'est un processus.
petit à petit, les gens se travestissent, deviennent... On se désintéresse. Le latin est perdu parce que le latin est devenu italien, le latin est devenu français, le latin est espagnol. Ouais. Et il faut ramener ça à nos langues maternelles. Peut-être que nos langues maternelles d'aujourd'hui peuvent devenir des langues maternelles d'autres personnes. Ouais, moi, ce que j'ai envie de les amis donatiens, je me tourne vers toi, en lien effectivement avec l'enseignement de ces langues vernaculaires en milieu universitaire. Alors en 2015, lors du sommet de la francophonie qui s'était déroulé au Sénégal à Dakar, on avait émis l'hypothèse de ramener un petit peu par exemple l'argot à l'université, de faire un assemblage de langues vernaculaires et l'argot pour être enseigné dans les universités. On prend le cas de la Côte d'Ivoire où le nouchi, par exemple, domine aujourd'hui. Ce langage de la rue est devenu très, très, très populaire au point que, bon, même on se souvient tous de ce discours mythique de feu le ministre de la Jeunesse, Ahmed Bakayoko, qui s'était exprimé en nouchi à cette jeunesse-là. Est-ce que c'est là aussi l'une des solutions? Aller dans la rue, ramener peut-être ce langage-là, au-delà des langues vernaculaires, ramener ce langage-là et peut-être, on va dire peut-être le polir un peu ce langage-là, retirer certaines choses et rajouter certaines choses pour ensuite être dispensé à l'université. Oui, on peut aller dans cette optique aussi parce qu'aujourd'hui, moi, quand j'observe les petits frères au quartier, dans ma zone à Dieuppeul, quand je traîne beaucoup avec les petits, on se rend compte que les petits ont un regard plus américain, c'est-à-dire dans l'habillement, dans la culture, la manière de faire. Et une fois, j'ai discuté avec un ami, on traînait au quartier, il me disait, je me suis rendu compte que dans le Wolof, c'est-à-dire peut-être pas le Wolof à parler, le Wolof pur, comme on le dit, mais le Wolof en lui-même, 2.0. 2.0. Le Wolof en lui-même, c'est un mélange. Il y a de l'anglais dans le Wolof. Ouais. Quand quelqu'un te dit lep jam, par exemple, il va exemple, te dire lep nice. Mais nice, ce n'est pas le Wolof, c'est l'anglais. Ouais. Donc il y a un mélange. J'ai même appris qu'il y a aussi du peul mélangé dans le Wolof. Donc vous voyez que si... On peut avoir toute une phrase avec 5 langues. 5 langues. Donc ce qui fait que pourquoi ne pas prendre ça et adapter ça, par exemple, dans les universités. Et je voudrais citer par exemple un exemple, j'en cite souvent. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, c'est vraiment une fierté quand on voit beaucoup de rappeurs sénégalais qui rappent en Wolof. Ouais. C'est-à-dire que au départ, ça avait posé problème aussi. On prend le cas du rappeur Nix, qui s'exprimait qu'en français, qui ne rappait qu'en français. Et puis à un moment donné, il y a eu un peu cette polémique autour en disant bon, il n'est pas sénégalais parce qu'il ne s'exprime pas, il ne rappe pas en Wolof. Il a dû faire sortir un album tout en Wolof. Excuse-moi, My Wolof, qui ne s'exprimait qu'en Wolof. On se rend compte que lorsqu'on rappe en Wolof, par exemple, dans une autre langue, c'est une manière de dire que nous aussi on existe. Moi, j'aimerais voir un concert d'un artiste sénégalais dans les plus hauts lieux de ces milieux-là. Par exemple, à New York, à Los Angeles ou à Bercy, en Wolof. Pourquoi pas? Bon, on a Youssou qui fait un peu, mais... Oui, je voulais citer, mais je voulais je voulais citer une, par exemple. J'ai eu l'occasion d'assister à son concert, mais j'ai été émerveillé. J'ai oublié le nom, c'est une artiste gambienne. D'accord. Elle joue le kora, mais elle Sonia Diobarté. Voilà, elle chante en langue vernaculaire. C'est-à-dire que j'ai assisté au concert, j'ai été émerveillé. C'est-à-dire que c'est incroyable. Elle a même créé une école où elle apprend les enfants à jouer aux instruments comme le balafon, le kora, tout ce qui est instrument. Ouais, la sitar. Voilà. Et elle expliquait, elle dit que, en fait, elle ne trouve pas l'utilité, parce qu'elle vit en Angleterre. Elle dit elle ne trouve pas l'utilité de chanter en anglais. Elle veut valoriser sa langue de peur que celle-ci se perd parce qu'elle a appris de sa grand-mère, son arrière-grand-mère. Donc elle veut transmettre la culture, que cela reste. Et ce serait bien aussi que si on peut aussi intégrer les artistes qui sont des leaders d'opinion dans cette lancée-là, ça permettra aussi de bien... Et quand on parle de l'enseignement, Jepté, est-ce qu'aujourd'hui on parle de le monde qui est devenu un village planétaire? Il y a l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde a un compte Facebook, un compte TikTok, en tout cas pour les plus jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, à l'image de ce que Donatien vient de dire, on peut se servir aussi des réseaux sociaux pour valoriser, pour apprendre, sinon pour les influenceurs, par exemple, entre guillemets, les pseudo-influenceurs, est-ce que ces personnes-là peuvent aussi être des relais pour l'apprentissage et la valorisation de ces langues? Si oui, comment, par exemple? Déjà, oui. Oui. Bon, au moins on est sûr. Oui, parce que comme il parlait de la musique, si la musique est, j'ai envie de dire, inscrite voilà, sur TikTok, et c'est transmis au moyen de la langue vernaculaire, celui qui écoute apprend. Exactement.
celui qui apprend peut communiquer. Ouais. Et on ne brise pas la chaîne, en tout cas, de communication et d'apprentissage. Oui, déjà, pour rester déjà dans le terme, on va dire, dans le milieu musical, on prend l'artiste Amandine de chez nous, par exemple, voilà, au Gabon. Elle, généralement, ses chansons ne sont qu'en obomba, en langue vernaculaire. Donc, celui qui écoute apprend la langue. Tu sais comment on dit amour, tu sais comment on dit le cœur, tu sais comment on dit je t'aime. Et voilà. Ça se dit comment déjà du coup je t'aime par exemple. Enfin, l'amour, je t'aime, comment ça se dit déjà en obamba? Ce sont les premiers mots qu'on apprend en général. Mais c'est vrai en plus. Parce que moi quand j'ai commencé l'apprentissage du Wolof, c'est des petits mots comme ça qu'on m'apprenait. Je t'aime, tu me manques, voilà. Voilà, on peut dire par exemple Menanjalawe, par exemple, j'ai envie de toi. D'accord. Otimama, mon cœur. Voilà. D'accord. Okay. Voilà. Donc si on prend ce cadre musical là, on insère ça dans les réseaux sociaux parce que c'est là la question. Voilà. Je pense que les jeunes pourraient certainement être plus accessibles à la chose. D'accord. Voilà. Et c'est un défi un peu difficile à relever selon toi, Mamadou, le fait aujourd'hui d'impliquer un petit peu les influenceurs, de faire, on va dire, un circuit inversé des réseaux sociaux, de prendre des réseaux sociaux, mais vraiment comme un réel canal d'information, de valorisation et d'enseignement. Déjà, c'est le défi à relever. Exactement. C'est le défi qui doit être relevé parce que on a l'impression que nos gouvernants, nos autorités ne sont plus écoutés, ne sont plus considérés et que les gens sont maintenant plus tournés vers le réseau social, vers ceux qu'ils sentent être ceux qui doivent leur parler. Parce que tu vas voir, déjà sur les réseaux sociaux, tu compares les comptes des influenceurs et les comptes des ministres ou les comptes des présidents. Évidemment, l'influenceur a 2 millions de vues. Et le président en a 100 000, 200 000, le ministre en a 50 000. C'est déjà ce qui doit nous faire réfléchir et nous faire dire que il y a un moyen de communication qui est là. Il faut l'user, il faut faire en sorte que les jeunes se sentent impliqués. Parce que maintenant, au niveau des publicités, d'ailleurs, ce sont les influenceurs qui sont choisis. Pour faire passer des messages importants, ce sont les influenceurs qui sont choisis. Et je pense que ce serait bien d'impliquer tous ces acteurs-là pour valoriser effectivement l'enseignement des langues vernaculaires à l'université. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite. En tout cas, il y a encore beaucoup de choses à redire et à dire sur ces magnifiques thématiques. Merci à Mamadou, journaliste, d'avoir participé à Génération News. Jefté, ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau Génération News, étudiante en banque assurance, et notre ami Fabre, étudiant en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Donatien, juriste, ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Génération News. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.